France, Luxembourg et Belgique, le pays de Stenay et du Val-du-Noix profite d'une excellente situation géographique qui a favorisé les échanges commerciaux, mais aussi la convoitise. Traversée par la Meuse, cette contrée a été fortifiée. En effet, la ville de Stenay conserve quelques marques de sa citadelle datant du 8e siècle. La cité compte également des arcades datant de la Renaissance. Ces empreintes du passé confèrent à la ville un certain cachet. Le port de plaisance contribue à lui donner un air apaisé et serein. Faire étape à Stenay, c'est être en vacances. Situé sur le chenal menant au port, le moulin à aube a fonctionné jusqu'en 1914. D'autres curiosités fleurissent sur le territoire. C'est le cas du château de Haut-Charmois à Mouzet. Datant de 1615, la bâtisse a gardé son charme d'antan. Aujourd'hui, le site abrite la microbrasserie de Charmois. C'est ici que la fameuse bière qui porte son nom est brassée. Classé Natura 2000, le pays est une terre de nature par excellence. Forêts, prairies, rivières et étangs, ici la faune et la flore s'épanouissent et s'observent dans le plus grand respect. La proximité des frontières n'a pas eu que des avantages. Les conflits mondiaux se sont aussi déroulés ici. Le village de Luzy-Saint-Martin a été le théâtre d'affrontements sanglants en août 1914. Pendant 3 jours, ce sont 2000 soldats français et allemands qui tombaient sur les hauteurs de la cité meusienne. Aujourd'hui, les enclos funéraires sont là pour le devoir de mémoire. Terre d'histoire, la ville de Stenay fut une résidence royale mérovingienne. Une crypte est dédiée à la dynastie. Le roi Dagobert II fut assassiné non loin d'ici, en forêt de Wœuvre. Un prieuré fut érigé en son nom. Il ne reste plus que son portail, précieusement conservé. C'est l'une des plus vieilles bâtisses de Stenay. L'ancienne malterie est devenue le musée de la bière. Un site qui abrite en son sein plus de 55 000 objets qui retracent l'histoire et l'évolution brassicole en France. Estelle Comte est la directrice des lieux. Avec 20 000 visiteurs par an, le musée est le premier attrait de la ville de Stenay. À quel moment finalement il y a un lien entre Stenay et la bière? Comment est né ce musée-là? Alors le lien entre Stenay et le musée de la bière est extrêmement fort puisqu'il y a un musée de la bière à Stenay à cause des Stenaisiens. Le musée de la bière a été créé il y a 30 ans par une association culturelle qui avait été gérée par des Stenaisiens. Il y avait plusieurs personnes à l'intérieur de cette association qui aimaient l'histoire en général et petit à petit avec les années ils vont en fait se spécialiser dans l'histoire de la bière. On parle des années 80-90 à peu près, et il se trouve qu'en fait c'est aussi une époque où il y a beaucoup de petites brasseries qui vont en fait fermer en France à cause des gros regroupements industriels, et ils vont être là en fait pour récupérer le patrimoine de ces brasseries qui ferment. Ils vont récolter ça à Stenay, et puis à un moment donné ils vont se dire pourquoi pas en faire un musée dans notre village. Ils vont voir le maire va dire ok, et du coup depuis ce temps-là, depuis 30 ans, le musée est à Stenay. Donc il n'y a aucun lien d'industrie brassicole sur le territoire de Stenay? Alors, un peu quand même. Un peu quand même, parce que avant la Première Guerre mondiale, il faut savoir qu'il y avait quasiment une brasserie par village. La bière était extrêmement consommée par les Français, c'était beaucoup moins cher que le vin, plus hygiénique que l'eau qui était à l'époque pas toujours potable. Et donc, avant la Première Guerre mondiale, il y avait 7 brasseries à Stenay. Donc, il y avait quand même une histoire brassicole assez forte. Et en plus, on est quand même dans le nord de la France, territoire beaucoup plus traditionnellement brassicole que viticole, contrairement par exemple à la Provence. Et c'est cet aspect-là qui m'a surprise quand on se promène dans le musée, c'est comprendre et découvrir finalement que la bière en France, elle a toujours existé et elle a eu des époques qui étaient, même comme vous le dites, c'est-à-dire que ça dépassait le vin, alors qu'aujourd'hui on l'a un peu oublié. Ouais. C'est vrai que ça c'est un phénomène qu'on a tendance à oublier dans l'histoire de l'alcool et même dans l'histoire culinaire française, où le vin a pris une importance très importante. Les viticulteurs sont même des lobbies extrêmement importants au jour d'aujourd'hui. Et ça, il y a vraiment eu un tournant au moment de la Première Guerre mondiale, puisqu'en fait, c'est le vin qui va être choisi comme boisson de ravitaillement pour les troupes françaises. Donc du coup, il va y avoir du vin déversé sur les soldats, qui vont ensuite ramener avec eux leurs pratiques de consommation, et qui vont faire que la bière va être un petit peu mise à l'écart à cause de ces pratiques un peu nouvelles, mais aussi parce que le bon pinard, le bon vin des Français, va être aussi un outil de propagande pour les états-majors, et ils vont plus ou moins prétendre que c'est grâce au bon pinard de France que les Français ont bouté les Allemands hors de France.
France. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois des pratiques qui changent, mais il y a aussi des discours propagandistes qui vont rester quand même dans la société. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à croire que la France est un pays viticole, mais en fait c'est assez récent. Et il y a une histoire brassicole extrêmement foisonnante et qui est, à mon sens, un peu trop oubliée au jour d'aujourd'hui. Quels sont véritablement les éléments révélateurs de ça? C'est vrai que jusqu'à maintenant, le nombre de brasseries avait tendance à diminuer, juste dans les années 90. Suite à la Première Guerre mondiale, les brasseries souffrent énormément de l'impact économique du conflit. Et donc, elles vont avoir tendance à se regrouper. Donc, en fait, le nombre de brasseries sur le territoire va diminuer jusque dans les années 80. Et là, depuis 10 ans, l'histoire se renverse et il y a un engouement absolument exceptionnel pour la bière et surtout la bière locale. Et les petites microbrasseries poussent comme des champignons sur la totalité du territoire. Il y a un chiffre assez parlant. Il y a une dizaine d'années, il y avait une centaine de petites microbrasseries sur la totalité du territoire français. Aujourd'hui, on est à plus de 1000. Donc en 10 ans, ça a fait x10. Donc c'est aussi ce renouveau des petites microbrasseries qui fait qu'on s'intéresse un peu plus aux produits et donc à son histoire. Donc ça vient aussi de là. Le pays est un véritable écrin de verdure où la faune et la flore peuvent s'épanouir. À la Maison du Miel à Increville, c'est le cercle apicole du Nord meusien qui officie. En plus des actions du rucher école pour tout savoir sur la gestion des ruches, on y apprend à prélever le miel et à s'occuper des abeilles. Le petit plus ici, c'est la découverte de l'intérieur d'une ruche en pleine activité, en toute sécurité. Peut-être butinent-elles jusqu'ici les abeilles de la Maison du Miel, en prairie de Mouzet. Elle est aussi le terrain de jeu de Dominique Landragin. Ce passionné d'oiseaux est conscient de la beauté et de la richesse de son territoire. Il emmène volontiers les promeneurs pour des séances d'observation des oiseaux qui peuplent la prairie. Donc Dominique, on peut observer quoi ici? Eh bien, on peut observer ici, sur cette belle vallée, le courlis cendré, qui est vraiment un oiseau inféodé à cette belle vallée de la Meuse. Parce qu'on est sur la prairie de Mouzet, c'est ce qu'on appelle la prairie de Mouzet. Oui, nous sommes en fait sur la vallée alluviale, le lit majeur de la Meuse, un des derniers fleuves sauvages de France. Et on est vraiment dans le cœur de cette belle vallée où on a des oiseaux qui sont vraiment inféodés à ces milieux prairiaux. Il y en a deux qui sont vraiment des fleurons. C'est vraiment les oiseaux emblématiques. C'est le courlis cendré, un très gros limicole, c'est un échassier, qui est gros comme une poule, qui est brun moucheté. Et lorsqu'il est au sol, eh bien sûr, mimétisme, on ne le reconnaît pas. On ne le voit pas. Alors, quelque chose de remarquable chez le courlis, c'est qu'il a un grand bec recourbé. En latin, il s'appelle Numenius arcuata. Ça veut dire le bec en forme de demi-lune, arqué comme une demi-lune. Et donc, il fait quel son? Alors, il fait en fait l'onomatopée de son nom, c'est courlis. Alors, c'est facile, c'est courlis, 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 mais lui, il siffle. Alors, on fait comme ça. Il s'annonce comme ça avec son nom, tout simplement. Et quel est l'autre oiseau, je dirais, emblématique ici? Alors, l'autre oiseau, c'est le râle de genêt. Alors, le râle de genêt, c'est un oiseau migrateur qui arrive d'Afrique australe, pour certains, qui passe le Sahara, et qui arrive vers le 20, début mai, vers le 20 mai, sont bien installés quand même pour certains. Mais le problème, c'est qu'on a de moins en moins ici. Et le râle de genêt, en latin, il s'appelle crex crex. Et c'est parce que aussi, c'est l'onomatopée de son nom et de son chant. Et donc, il fait comment? Il fait crex crex, crex crex, crex crex. Et c'est un oiseau qu'on n'entend qu'au crépuscule. Donc, il faut venir ici toute la journée, parce qu'il faut venir le matin pour écouter le courlis et le compter. Il faut venir après le soir pour avoir le chant du râle de genêt. Et on entend au loin, tout d'un coup, on entend crex, 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 crex. Et ça porte très très loin, à plus d'1 kilomètre. Et on sait à chaque chant que c'est un mâle qui est installé sur le site. Quelles sont les mesures mises en place justement pour maintenir le peu d'oiseaux qu'il reste? Alors, il y a des mesures agroenvironnementales. Et on travaille en fait avec le monde agricole, les administrations, pour essayer de sauver ces oiseaux-là. Comment ça se passe? C'est que l'on va demander aux agriculteurs de signer des contrats pour faire des fauches tardives, pour qu'on évite justement que les oiseaux ne soient écrasés par les tracteurs et par les machines. Et en fait, les agriculteurs vont signer des contrats volontaires, qui seront subventionnés quand même. Et en fait, les oiseaux, lorsque les fauches se feront vers le 21 juillet, les oiseaux vont être sauvés et pourront s'envoler. D'accord, donc c'est toutes des mesures qui sont mises en place. Comment vous est venue cette passion-là?
Dominique? Oh là là, il y a longtemps, je suis né presque les pieds dans l'eau. Moi, je suis né dans le village, là à côté, et dans la vallée. Elle est verte, ma vallée. Je suis amoureux de ma région et de ma vallée. J'avais un papa qui était garde forestier, qui m'emmenait partout dans la nature, dans la forêt. C'est comme ça que j'ai appris le chant des oiseaux. Et puis quand on est gamin dans un village, on va à la pêche, on va aux escargots, et on s'est promené. Je me suis promené avec les copains maintes fois sur la vallée, à découvrir justement le courlis cendré, le râle de genêt. À cette époque-là, il y en avait beaucoup. Méconnu en ces terres, l'artiste Ipoustéguy a pourtant une renommée internationale. New York, Paris, Abu Dhabi ou Tokyo, ses œuvres sont présentées aux quatre coins du monde. Originaire de Dun-sur-Meuse, l'artiste est revenu dans le coin il y a 20 ans. Rapidement convaincu par la création d'un centre dédié aux artistes, Ipoustéguy sait exactement ce qu'il souhaite faire ici. Là, on est devant Val-de-Grâce. Donc Val-de-Grâce qui est une commande de l'hôpital militaire donc du Val-de-Grâce à Paris. Donc Ipoustéguy a répondu à cette commande et a fait cette commande en 2 temps. Donc on a d'abord l'homme qui est blessé ici, qui est à terre, et l'homme qui est guéri, mais pas totalement guéri, puisque donc cette jambe-là, il ne pourra jamais remarcher avec. Et puis il a un bandage sur la tête, donc c'est à la fois les blessures physiques et les blessures psychologiques, puisque un soldat qui revient du front ne reste pas indemne. Cette œuvre est en hommage donc, au personnel soignant qui soignait les blessés à la guerre. Et donc on retrouve ici donc, le bras d'une infirmière et le bras d'un docteur. Qui était Ipoustéguy? Alors Ipoustéguy était un sculpteur de la deuxième moitié du XXe siècle. Il est né en 1920 à Dun-sur-Meuse. Il part à l'adolescence donc à Paris et là il commence à prendre des cours du soir donc à l'insu de ses parents puisque donc même si son père était peintre, évidemment il ne considérait pas être peintre comme un métier. Donc il n'avait pas envie que son fils fasse ce métier-là. Exactement. Donc du coup, Ipoustéguy prend quand même des cours du soir. Il est vite repéré par Kahnweiler, qui est le galériste de Picasso. Il est repéré pour ses peintures. Mais lui, en fait, ce qu'il veut, c'est se lancer dans la sculpture. Il dit que la matière l'appelle. Voilà, il veut travailler la matière. Donc dès le début, il a ce souhait-là, en tout cas, de s'intéresser à la matière. Et alors, d'où vient le nom Ipoustéguy? Alors, Ipoustéguy, c'est basque. Ça vient de sa mère, donc qui est d'origine basque. Et lui, à la base, s'appelait Jean Robert. Quelles sont les particularités de son travail? Parce que là, par exemple, dans cette pièce, j'ai l'impression qu'il y a une grande fascination pour le corps et l'homme. Oui, alors effectivement, il a une grande fascination pour le corps et l'homme, même si au départ, il a fait des œuvres abstraites, donc, qui étaient dans l'air du temps, dans les années 40-50, on était plus dans les œuvres abstraites. Mais en 62, il fait un voyage qui lui sera décisif, il part en Grèce, et en rentrant, il se dit « je veux sculpter l'homme ». Et c'est vrai que chez l'homme, en fait, il s'est tout sculpté. Donc, quand je parle de l'homme, c'est l'homme avec un grand H. Il s'est tout sculpté, donc les blessures physiques, les blessures psychologiques, la douleur. Mais aussi, on le voit avec Louise Labbé, la sensualité, la beauté, la légèreté. Et aussi, finalement, la façon des fois où le corps peut s'adapter. Là, c'est une nageuse, c'est ça? Exactement. Donc là, c'est la nageuse donc, Kiki Caron. Qui est représentée, donc ses jambes sont représentées en train de plonger et effectivement jusqu'au détail où on a la goutte d'eau sur les jambes et les jambes qui sont bien arquées. C'est un artiste qui a des sculptures dans le monde entier. Pourtant, on ne le connaît pas ou quasiment pas ici en Meuse, voire en Lorraine. Alors effectivement, on ne le connaît pas parce qu'il a toujours refusé en fait ce rapport de l'art avec l'argent, ce qui fait qu'il est très méconnu du grand public. Par contre, Ipoustéguy, c'est un nom qui parle aux artistes et aux grands amateurs d'art. Mais effectivement, il est malheureusement très, très méconnu dans notre coin. Donc ici, on se dirige vers une sculpture donc, qui s'appelle Bas. Donc on observe une jeune femme qui est en train de mettre son bas justement. Donc ses membres sont très fins, ses gestes sont très délicats, très précis. Elle est en train de s'habiller et finalement elle ne voit pas le regard que le spectateur pose sur elle. Et elle est cachée par cette ombre. Elle est cachée parce que Ipoustéguy souhaite la préserver justement du regard que le spectateur peut avoir sur elle. Il souhaite la préserver parce que c'est sa fille. Il a une fille, il a eu une fille, Céline, qui est décédée à l'âge de 11 ans. Et c'est un traumatisme qui lui hantera toute sa vie et qui est présent dans beaucoup de ses sculptures.
Cette sculpture, donc Bas, fait partie d'une série de jeunes filles où il imagine sa fille qui aurait 20 ans dans des moments d'intimité d'une jeune fille. Donc on a aussi Miroir ou Acrobate, voilà. Toute une série de jeunes filles avec des membres très fins où les parties intimes sont cachées. Tout est suggéré, mais rien n'est dévoilé parce que c'est sa fille. Ipoustéguy n'est pas forcément très connu dans le coin et pourtant on va créer ce lieu-là. Qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner et quel est le déclic pour que le centre apparaisse? Alors effectivement, on ne le connaît pas du tout dans le coin et dans les années 90, donc des élus locaux, avec l'aide d'un journaliste, veulent faire parler du coin, veulent faire parler du Val-du-Noy. Donc ils font des recherches et ils cherchent des personnes célèbres nées dans le Val-du-Noy. Et ils tombent sur Ipoustéguy. Ils se rendent compte, donc évidemment ils ne le connaissent absolument pas, mais ils se rendent compte qu'il a des sculptures partout dans le monde, qu'il est mondialement connu. Donc, il tente de le joindre et Ipoustéguy répond à cet appel, revient en Meuse, revient à Doulcon et au final, il décide de se réinstaller ici. Il réachète une maison à Doulcon et il propose à la communauté de communes de prêter des œuvres. Mais il prête des œuvres, mais il ne veut pas d'un musée, il veut d'un centre culturel. Et c'est lui qui a imaginé ce lieu ouvert avec beaucoup de lumière pour exposer? Alors effectivement, c'est lui qui a quasiment tout imaginé. La verrière, c'était donc une de ses volontés. La galerie qui lui soit dédiée, les 2 salles d'exposition pour des artistes. Ça aussi, c'était important pour lui, qu'il y ait d'autres artistes qui soient exposés ici. Effectivement, c'était important pour lui parce qu'il voulait vraiment qu'il y ait un mélange culturel, un mélange artistique. Alors là, on a vraiment quelques œuvres sur une thématique bien précise, mais Ipoustéguy on a fait beaucoup plus que ça. Et régulièrement, vous les changez. Alors comment vous les obtenez, ces œuvres-là? Alors, on a la chance d'être en relation avec la famille, donc la fille de Marie-Pierre et sa femme. Et donc, grâce à elle, on peut piocher finalement dans le stock qu'Ipoustéguy a chez lui. Et ce qui nous permet donc tous les 2 ans de renouveler les œuvres donc à l'occasion d'un festival qui est organisé par l'association Les Amis d'Ipoustéguy. Donc c'est une association qui s'est créée à la mort de l'artiste en 2006. Et donc tous les 2 ans, le premier week-end d'octobre, on organise un festival, on renouvelle les œuvres sur un thème. Il y a des expositions, des animations, du théâtre, de la danse, des concerts. Nous revenons à Stenay pour y découvrir un autre type de patrimoine. Il s'agit d'une petite douceur. Avec la madeleine, le biscuit cochon est un incontournable de la ville, produit par Michel Beaumont. Avec gourmandise, il a racheté cette recette de 1810 pour que le biscuit ne tombe pas dans l'oubli. Dans son atelier, en famille, il nous montre comment élaborer le fameux biscuit cochon. Donc Michel, on va faire le fameux biscuit cochon. Oui, on va faire la recette. D'accord, donc c'est quoi la recette? Alors des œufs, Oui. du sucre et un mélange de farine. D'accord. C'est là où il y a le secret. Voilà. D'accord. Secret de fabrication, Tout à fait. c'est ici. Donc on va commencer à faire chauffer les œufs pour réchauffer les œufs parce qu'ils sont froids. Avec le sucre, on va le faire monter sous le gaz en battant. D'accord, donc en fait on démarre la préparation à chaud. Voilà. C'est un des secrets aussi de fabrication Ouais, du c'est biscuit. surtout pour que ça puisse monter. D'accord. Ça monte beaucoup mieux que quand c'est froid. Voilà. D'où vient ce fameux biscuit-là? À quel moment il arrive à Stenay? Il arrive à Stenay, c'est un pâtissier qui est venu de Reims, qui est venu avec son biscuit, et puis qui s'appelait René Auguste Cochon. Donc voilà, le biscuit, il a donné son nom au cochon, et depuis 1810, il est fabriqué à Stenay. D'accord. Ouais. Vous, quand vous avez racheté ici, il y avait effectivement la production de biscuits. Pourquoi Non, pas du tout. Ah d'accord, vous avez relancé la production. C'est-à-dire qu'il y avait un autre pâtissier à Stenay qui les fabriquait, qui est tombé très gravement malade du cœur, qui a arrêté, et moi je vais racheter ses marques déposées. D'accord. Et pourquoi c'était important pour vous de fabriquer ce biscuit cochon? Déjà parce que c'était à Stenay depuis de très longues années, et puis on m'a presque poussé pour les reprendre, pour pas que ça tombe dans l'oubli, parce que personne n'en voulait, quoi. D'accord. Et en fin de compte, c'était une belle opération. Mais j'ai pu voir, il y a un vrai attachement de votre part aux produits du coin et aux créations. Il y a les madeleines, la crotte de Satan. Pourquoi c'est si important pour vous finalement de valoriser les choses et de créer des choses typiquement du coin? Pour essayer de faire ressortir la Meuse. Parce que bon, la Meuse verte c'est bien, mais la Meuse gourmande c'est pas mal aussi. Et puis j'aime bien moi tout ce qui est... Moi quand je vais me déplacer en vacances, j'aime bien manger local. Donc si j'aime bien en vacances, j'aime bien aussi le fabriquer. Voilà. C'est quoi la différence entre le biscuit cochon, le biscuit de Reims et le boudoir? Parce qu'on va dire que les trois peuvent se ressembler. Oui, mais vraiment, il se ressemble le plus avec le biscuit de Reims, le mien. Il va être attaché par 3, que les boudoirs sont généralement individuels. Les boudoirs sont beaucoup plus secs, le nôtre il reste beaucoup plus biscuit. Et la grosse différence avec le Reims, c'est que le mien ne sera pas rose, il va rester couleur naturelle.
et il sera moins sec. Là, vous voyez, il y a le nom de René Auguste Cochon qui reste inscrit dans le biscuit. Bon, on va faire la préparation. Hein, donc, on va mélanger tous les ingrédients sur le chaud et ensuite, on l'emmène au batteur. C'est voilà, ça? c'est ça. Donc, les œufs. Donc là, le plus important, c'est surtout pas que ça brûle. Donc là, on va On va les dresser. dresser. Et donc, au fond, c'est écrit cochon. Oui, on est comme d'accord. ça, le biscuit peut s'imprimer. D'accord. Et donc, c'est les R cochon, c'est. C'est René. Il s'appelle René Auguste Cochon, exactement. D'accord. Mais il a juste mis René Cochon. Donc, ça, c'est des moules qui datent. Ah Enfin, oui. il y a eu des biscuits cochons de coulés dedans. Hein. Ah, je pense, oui. J'ai pas toute l'historique, mais je pense que... Ça, c'est aussi quelque chose d'important pour vous, Michel, d'avoir gardé les moules et aussi, par exemple, la boîte. Vous avez vraiment voulu, je l'ai vu tout à l'heure, garder et conserver la boîte comme on la faisait à l'époque, quoi. Elle n'a jamais bougé. Tout à fait. Puis je pense que par rapport au rendu des clients qu'on a eu, ils sont très contents que la boîte reste comme ça. Vous, vous avez passé aussi votre enfance ici. Vous avez des souvenirs de ce biscuit-là? Oui, j'ai des souvenirs jeunes, oui. Et alors? Bah, Souvent, on voit les souvenirs d'enfance. Quand vous réfléchissez et que vous mangez un biscuit, vous Bah, pensez c'est- à quoi? Ça, justement, ça vous rappelle votre enfance? Un petit peu, oui, quand même. Bon, après, c'est pas toute mon enfance non plus, parce que c'était quand même, on va dire, un concurrent à mon père. Ouais. Mais c'est vrai Donc, vous que... ne veniez pas trop manger les biscuits cochons. Hein. Non, les madeleines, oui, mon père, je me rappelle, les madeleines fourrées, il allait en chercher, tout ça, ça je me rappelle. Mais Le biscuit un petit peu moins. Bon, ça vous a pas empêché finalement, quand Non, vous mais êtes c'est vrai lancé, que de racheter. jeune, j'aurais jamais pensé que j'aurais fabriqué des madeleines sonnées ni des biscuits cochons. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de faire ce métier-là? Ah, j'ai toujours traîné dans le labo de mes parents. Je suis né dedans presque. Et ça m'a toujours plu. Ça s'est fait naturellement, en fait. Vous vous êtes Presque, même pas oui. posé la question. Mais je voyais pas faire autre chose, hein, c'est malheureux à dire. Mais Et aujourd'hui, vous travaillez en famille avec votre fils. tout à fait, j'ai un fils qui suit. D'accord. Donc chez vous, finalement, la boulangerie, pâtisserie, les biscuits cochons, les madeleines, c'est une histoire de famille. Hein. Oui, on peut dire ça. Le mieux pour les déguster, c'est comment, Michel? Alors, à la base, il était fait pour accompagner le champagne quand même. C'est D'accord. vraiment un biscuit qui a été créé pour ça. Mais je reconnais qu'avec un café, moi j'adore. Au goûter des enfants, tout ça, ils adorent. Les petits enfants d'1 an, ils adorent se faire leurs dents dessus. Parce que c'est pas un biscuit qui est très très dur quand même à manger. Mais à la limite, il y en a qui font des gâteaux aussi avec. Ah d'accord, type Ils sont- les charlottes, Voilà, des choses style comme ça. Charlotte.